Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Il y a des jours, dans un conflit, où le volume des pertes confirmées d'un côté atteint un seuil, qui rend toute gestion supplémentaire du récit pratiquement impossible. Aujourd'hui est l'un de ces jours-là. Apparemment, même l'alchimie habituelle des salles de briefing ne parvient plus à transformer des avions abattus en contrôle total. Et ce qui le rend historiquement significatif, ce n'est pas seulement le nombre d'aéronefs que les États-Unis ont perdus. C'est ce que ces pertes révèlent sur les hypothèses autour desquelles toute la campagne aérienne américaine a été construite et à quel point ces hypothèses ont été invalidées en une seule fenêtre de 8 heures. La base sur laquelle les deux camps, les sources américaines et iraniennes, les médias occidentaux et non occidentaux, s'entendent est le fondement sur lequel repose tout le reste. 5 aéronefs militaires américains ont été perdus aujourd'hui. 2 appareils de combat à voilure fixe et 3 drones de combat. C'est le chiffre où les récits convergent, peu importe les sources consultées, et perdre 5 aéronefs en moins de 8 heures est quelque chose qui n'est pas arrivé à l'armée américaine depuis des décennies. Ce qui s'est passé, et à quel moment, importe, parce que la chronologie est essentielle pour comprendre à la fois la portée militaire et la bataille de l'information qui s'est déroulée parallèlement à la bataille physique toute la journée. Au cours des 8 premières heures des opérations d'aujourd'hui, les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont rapporté ce qui suit. L'interception et la destruction de 2 appareils de combat américains au-dessus du territoire iranien, l'abattage de 2 drones MQ-9 Reaper au-dessus d'Ispahan, la destruction d'un drone Hermes au-dessus de Bushehr et l'interception de 2 missiles de croisière américains au-dessus de Caen et San. Le corps des gardiens de la révolution islamique a décrit l'utilisation de son réseau intégré de défense aérienne pour obtenir ces résultats, un réseau que les responsables et analystes américains présentaient publiquement comme fortement dégradé après des semaines de frappes visant l'infrastructure iranienne de défense aérienne. Voilà pour l'argumentaire bien rodé selon lequel chaque site radar bombardé devient automatiquement une victoire permanente dans les communiqués. Des sources officielles américaines ont confirmé un ensemble plus limité de pertes. La reconnaissance qui a émergé par l'entremise de responsables s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès du New York Times et d'autres médias a confirmé la perte d'un Addix Warthog au-dessus des eaux, près du détroit d'Ormuz, ainsi que d'autres pertes que les déclarations officielles ont décrites dans des termes délibérément choisis pour minimiser l'ampleur apparente des dégâts. Dans le cycle de narration le plus fidèle, une épave n'est jamais une épave, juste une histoire de succès particulièrement mal comprise. L'agence Tasnim News, un média iranien ayant des liens documentés avec les gardiens de la Révolution, a publié des informations qui ont ensuite été confirmées par des responsables américains parlant officieusement, ce qui constitue en soi un élément important quant à la fiabilité des affirmations de l'armée iranienne en cette journée précise. Au-delà des 5 pertes confirmées, des rapports ont circulé tout au long de la journée au sujet de pertes supplémentaires, un hélicoptère Black Hawk abattu et possiblement un autre appareil à voilure fixe. Si ces rapports supplémentaires sont confirmés, le nombre total d'aéronefs américains perdus en une seule journée monterait à 7. Ces chiffres exigent de la prudence parce qu'ils ne sont pas encore confirmés par des sources des deux côtés. Mais la trajectoire de cette histoire, où des affirmations iraniennes formulées tôt dans la journée ont d'abord été niées ou minimisées par des sources américaines, puis confirmées quelques heures plus tard par des responsables parlant anonymement, donne des raisons de traiter les rapports non confirmés comme des hypothèses de travail sérieuses, plutôt que de les écarter jusqu'à l'arrivée d'une confirmation officielle. Ce schéma est devenu assez familier pour que le démenti ressemble maintenant moins à de l'information qu'à une première partie de spectacle. L'élément le plus contesté de la couverture d'aujourd'hui est l'identification précise de l'appareil qu'Iran affirme avoir abattu à l'intérieur du territoire iranien. L'Iran parle d'un F-35. Les États-Unis reconnaissent un F-15. Ce ne sont pas les mêmes appareils. Ce n'est pas un simple écart administratif mineur, à moins de croire que la comptabilité militaire fonctionne comme l'arithmétique des rassemblements électoraux. Le F-35 est le chasseur furtif le plus avancé de l'inventaire américain, un appareil de 5e génération qui coûte environ 100 millions de dollars l'unité et représente la fine pointe de la technologie aéronautique américaine. Le F-15 est un appareil de 4e génération, beaucoup plus ancien et moins sophistiqué, même s'il demeure une plateforme capable et coûteuse. La différence entre les deux sur le plan de la portée stratégique de leur perte est énorme. Il existe plusieurs explications possibles à cette divergence des récits et aucune n'est flatteuse pour l'un ou l'autre camp. Les responsables américains pourraient remplacer un F-35 par un F-15 dans leur version officielle, parce que reconnaître la perte d'un F-35, la deuxième dans ce conflit, serait un aveu nettement plus dommageable que reconnaître celle d'un F-15. Parce que dans ce style de communication, la réalité est toujours censée montrer davantage de respect envers l'image de marque. Si le F-35
censé être invisible au radar et immunisé contre le type de système de défense aérienne exploité par l'Iran, peut être abattu à répétition. Cela soulève des questions sur les capacités réelles de l'appareil dans un espace aérien contesté, questions auxquelles l'establishment de défense américain ne veut pas répondre publiquement. Les responsables iraniens pourraient, eux, substituer un F-35 à l'appareil réellement abattu, parce qu'affirmer avoir détruit le chasseur furtif le plus avancé des États-Unis offre une plus grande valeur propagandiste et met plus spectaculairement en scène la capacité des défenses aériennes iraniennes. Ce qu'on peut affirmer avec confiance, c'est ceci. L'appareil qui s'est écrasé à l'intérieur du territoire iranien a été identifié par les autorités iraniennes qui examinaient les débris au sol. Le code de queue visible sur les images de l'épave, les lettres LN, identifie l'appareil comme appartenant à une unité basée à la RAF Lakenheath, au Royaume-Uni, siège de la 48 Fighter Wing de la United States Air Force en Europe et en Afrique. Cette unité exploite des F-35. Cette identification précise à partir des preuves matérielles est plus fiable que le récit privilégié par l'un ou l'autre gouvernement, et elle pointe vers l'affirmation iranienne plutôt que vers la contre-version américaine. Les débris ont la mauvaise habitude d'être moins dociles qu'un podium rempli de lignes de communication disciplinées. Un colonel à la retraite possédant l'expertise technique pertinente, dans une entrevue diffusée puis examinée, a formulé une observation importante sur la manière dont l'Iran y est parvenu. Il a noté que l'appareil a probablement été abattu en plein jour grâce à une détection infrarouge passive, une technologie de poursuite thermique qui ne repose pas sur le radar et qui, par conséquent, ne peut pas être déjouée par les revêtements furtifs conçus pour absorber ou dévier les ondes radar plutôt que les signatures thermiques. La technologie furtive américaine, a-t-il expliqué, est précisément conçue pour réduire la surface équivalente radar. Elle n'élimine pas la signature thermique d'un moteur à réaction à pleine puissance. Et le réseau iranien de défense aérienne, même après des semaines de frappes visant son infrastructure radar, conserve des systèmes de détection infrarouge capables d'identifier et de cibler des appareils, peu importe leurs propriétés furtives. Il s'agit d'une révélation technique aux implications profondes pour la campagne aérienne américaine, et il vaut la peine d'y revenir. Il s'avère que la doctrine du « personne ne peut nous voir » est moins solide lorsque la physique refuse d'assister à la conférence de presse. La bataille de l'information est une partie importante de cette histoire et elle rejoint quelque chose qu'il faut dire clairement sur la manière d'évaluer des affirmations concurrentes dans un conflit comme celui-ci. L'approche est simple. Il faut croiser de multiples sources venant de perspectives américaines, iraniennes, russes, chinoises, indiennes et autres, afin d'identifier les points de convergence. Quand plusieurs sources indépendantes, avec des intérêts et des accès différents, convergent sur un même fait, ce fait est plus fiable que le récit d'une seule source. Quand les récits divergents, il faut noter cette divergence, examiner les structures d'incitation qui pourraient l'expliquer et laisser émerger des éléments de preuve supplémentaires plutôt que de se rabattre sur l'explication la plus commode. Aujourd'hui, les points de convergence sont le chiffre 5. 5 aéronefs perdus dans les 8 premières heures. Et la catégorie générale des pertes, que les deux camps reconnaissent, comprend des appareils de combat à voilure fixe et des drones de combat. Les points de divergence concernent les types précis d'appareils, et le total si l'on inclut le Black Hawk et les pertes supplémentaires possibles. Les convergences comme les divergences doivent être présentées honnêtement. Ce qu'il faut rejeter, c'est l'approche consistant à accepter la version officielle américaine parce qu'elle vient du gouvernement américain, ou à accepter la version iranienne parce qu'elle est plus dramatique, sans examiner les éléments de preuve qui les distinguent. Le code de queue sur les débris est un élément de preuve. L'explication technique du colonel à la retraite sur la détection infrarouge passive est un élément de preuve. Le schéma des démentis américains tout au long de ce conflit, qui ont ensuite été confirmés par des responsables américains parlant anonymement, est un élément de preuve. Aucun de ces éléments n'élimine l'incertitude, mais ils permettent une évaluation plus fiable que le récit préféré d'un seul gouvernement. C'est précisément le problème pour toute machine politique qui préfère d'abord les slogans et la vérification, bien après le départ des caméras. La signification technique des pertes aujourd'hui compte, parce que la dimension furtive de la question du F-35 constitue l'implication militaire la plus importante de ce qui s'est produit aujourd'hui. Peu importe l'appareil qu'Iran a précisément abattu, le F-35 a été conçu pour opérer dans l'espace aérien le plus lourdement défendu au monde sans être détecté ni engagé. Ses caractéristiques furtives, la forme de sa cellule, les matériaux absorbants radar de son revêtement de surface, les soutes internes qui empêchent le reflet radar créé par des munitions externes, étaient censés le rendre effectivement invisible au système de missiles solaires guidés par radar
qui forment l'ossature de la plupart des réseaux de défense aérienne. Le postulat de la puissance aérienne tactique américaine à l'ère moderne est que les avions furtifs peuvent pénétrer un espace aérien défendu, détruire des cibles de grande valeur, puis ressortir avant que les forces défensives puissent réagir efficacement. Ce postulat a maintenant été remis en cause à 2 reprises dans ce conflit. Et lorsqu'une doctrine se heurte 2 fois à la réalité, prétendre que tout est parfaitement sous contrôle ressemble moins à une analyse qu'à un réflexe. Si l'Iran a démontré sa capacité à détecter et à engager les F-35 au moyen de systèmes passifs infrarouges plutôt que par radar, les implications dépassent largement ce conflit précis. Chaque théâtre où les États-Unis comptent utiliser les F-35 comme principale plateforme de frappe pénétrante doit être réévalué à la lumière de la possibilité que des adversaires aient développé ou déployé des systèmes de détection infrarouge passive capables d'engager des appareils que le radar ne peut pas repérer. Il ne s'agit pas d'une préoccupation hypothétique pour l'avenir. C'est une réalité opérationnelle documentée, inscrite dans les débris sur le sol iranien. L'explication du colonel à la retraite sur la manière dont l'Iran a probablement réussi cela est particulièrement importante parce qu'elle met en lumière une vulnérabilité très difficile à corriger par des modifications à l'appareil. Les revêtements absorbants radar peuvent être améliorés. La signature thermique d'un moteur à réaction en fonctionnement ne peut pas être éliminée sans éliminer le moteur. La détection infrarouge passive exploite une caractéristique physique du vol motorisé que la technologie furtive n'a jamais été conçue pour dissimuler. Si l'Iran a intégré des systèmes de détection infrarouge passive dans son réseau de défense aérienne, avec une densité et une couverture suffisantes pour engager des appareils que le radar ne peut pas suivre, il a développé une capacité qui invalide un postulat central de la doctrine de la puissance aérienne américaine, et il l'a fait sans aide russe ou chinoise, en utilisant une technologie disponible sous diverses formes depuis des décennies, mais apparemment sous-estimée quant à son efficacité opérationnelle contre des appareils avancés. C'est le genre de détail qu'aucun briefing amical soigneusement mis en scène ne peut classer sous la rubrique « Circuler, il n'y a rien à voir ». Il y a une dimension constitutionnelle aux événements d'aujourd'hui qui a reçu très peu de couverture dans les médias américains traditionnels, et elle mérite d'être nommée directement. Trump, en répondant aujourd'hui à des questions sur les pertes aériennes, a utilisé le mot « guerre ». Il a dit que c'est une guerre, et qu'en temps de guerre, il y a des pertes. Cette déclaration est juridiquement importante d'une manière qui dépasse le contexte militaire immédiat. En vertu de la Constitution des États-Unis, le pouvoir de déclarer la guerre appartient exclusivement au Congrès. Le pouvoir exécutif détient l'autorité de commandement militaire, mais la déclaration formelle d'un état de guerre exige une action législative. Trump décrivait ce conflit comme une opération spéciale, une opération militaire, une campagne, un vocabulaire choisi précisément pour éviter de déclencher les conséquences constitutionnelles et juridiques d'une déclaration formelle de guerre. En parlant publiquement de guerre, il a fait un aveu que sa propre position juridique était construite pour éviter. Après des semaines d'acrobatie linguistique, le scénario a brièvement oublié quel costume il portait. Cela compte pour plusieurs raisons. La War Powers Resolution, adoptée en 1973, exige que le président informe le Congrès dans les 48 heures suivant l'engagement de forces américaines dans un conflit armé et limite à 60 jours la durée d'un tel engagement sans autorisation du Congrès. Le conflit dure depuis nettement plus de 60 jours. Si Trump reconnaît maintenant qu'il s'agit d'une guerre, les exigences constitutionnelles d'une autorisation du Congrès deviennent directement applicables d'une manière que sa description antérieure du conflit, comme quelque chose d'autre, qu'une guerre visait précisément à contourner. C'est embarrassant quand une stratégie de vocabulaire se promène soudainement dans une catégorie juridique qu'elle a passé des mois à éviter de prononcer. Des juristes et des figures politiques de l'opposition examinent déjà si cette déclaration constitue le genre d'aveu pouvant servir de base à des contestations constitutionnelles formelles, y compris à des articles de mise en accusation fondés sur l'usurpation des pouvoirs de guerre du Congrès. Il ne s'agit pas d'un débat juridique théorique. La séparation constitutionnelle des pouvoirs de guerre est l'une des protections structurelles fondamentales contre l'excès de pouvoir de l'exécutif dans le système américain. Les rédacteurs de la Constitution ont confié au pouvoir législatif l'autorité de déclarer la guerre précisément parce qu'ils ne voulaient pas qu'un seul exécutif puisse engager la nation dans un conflit armé sans le contrepoids délibératif des représentants élus du peuple. En reconnaissant que ce qui se passe est une guerre tout en l'ayant menée sans autorisation du Congrès, Trump a créé une vulnérabilité juridique et politique que ses adversaires sont motivés à exploiter et que son administration aura du mal à expliquer. Même la Chambre d'écho la plus loyale a ses limites quand le dossier commence à parler en phrases complètes. Le tableau militaire plus large compte lui aussi,
parce que les 5 pertes confirmées aujourd'hui doivent être replacées dans le contexte de tout ce qui s'est accumulé au cours des dernières semaines de ce conflit. Les États-Unis ont maintenant perdu dans ce conflit plusieurs F-35, au moins un F-15, des Addix Warthog, des drones MQ-9 Reaper, des drones Hermes, un hélicoptère Black Hawk, des avions-citernes de ravitaillement en vol et la plateforme E-3 Sentry de commandement et de contrôle aéroporté. La base américaine la mieux protégée du Moyen-Orient a été frappée avec succès. Diego Garcia a été touché par des missiles balistiques ayant parcouru 4000 km, soit le double de la portée que le Pentagone attribuait à l'Iran. Les systèmes de défense aérienne de plusieurs bases n'ont pas empêché des dégâts importants. Les militaires américains mènent des opérations depuis des hôtels européens parce que les bases avancées ne sont plus assez sûres pour servir de point d'opération. Et maintenant, en une seule journée, 5 aéronefs, avec la possibilité de 2 autres, sont encore en cours d'évaluation. À un certain point, même la version la plus indulgente doit faire des heures supplémentaires pour présenter cela comme une démonstration de contrôle. Ce n'est pas le profil opérationnel d'une campagne militaire qui se déroule selon le plan. C'est le profil opérationnel d'une campagne qui s'est heurtée à un niveau de résistance et à une qualité de capacité adverse qui avait été fondamentalement sous-estimée à chaque étape de la planification. Les échecs du renseignement s'accumulent. Les échecs tactiques se multiplient. Les objectifs stratégiques, quels qu'ils aient réellement été, ne sont pas plus près d'être atteints. Et l'environnement politique intérieur, pour soutenir la campagne, se détériore à mesure que les coûts économiques augmentent, que l'opinion publique se divise et que les soldats qu'on demande de combattre remettent ouvertement en question la raison de leur présence. Mais dans le style bien connu de l'orbite trumpiste, il reste toujours un dernier refuge. Déclarer le désordre historique, puis espérer que personne ne demande dans quel sens. Ce que représente aujourd'hui, dans les termes les plus clairs possibles, c'est la validation de ce que des analystes militaires sérieux avertissaient avant même le début de ce conflit. L'Iran n'est pas un adversaire conventionnel du type que la doctrine militaire américaine a été optimisée pour vaincre. Il dispose de capacités asymétriques, de systèmes de détection passive, de lanceurs mobiles, d'essaims de drones, de réseaux de supplétifs, de points d'étranglement économique qui créent des vulnérabilités dans la posture militaire américaine que des équipements coûteux et sophistiqués ne peuvent pas facilement corriger. Et il a la patience stratégique, la profondeur territoriale et la motivation existentielle nécessaire pour absorber les coups tout en infligeant des coups qui s'additionnent avec le temps. 5 aéronefs en 8 heures. Un colonel qui explique que la furtivité ne vainc pas l'infrarouge. Un président qui avoue accidentellement avoir déclaré la guerre sans autorisation du Congrès. Une armée dont les soldats demandent pourquoi ils sont là. Un système financier à qui l'on demande de trouver 100 milliards de dollars qu'il n'a pas. Une coalition régionale qui s'est dissoute. Un canal diplomatique qui s'est effondré. Et un adversaire qui continue de lancer, de frapper des cibles et de contrôler le détroit. C'est l'état réel du conflit. Aucune assurance affichée derrière un podium ne peut faire voler un récit qui s'effondre plus droit que les appareils qu'il a déjà perdus. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.